Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit rappel rapide, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, que moi et Laura nous serons dès demain à la Japagnor, qui se situe bien sûr, à Niort, c'est dans le titre. Nous y serons du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure en fait, on n'a pas encore réfléchi par rapport à ça. Alors si vous aussi, vous avez décidé d'y passer le week-end, passez nous dire un petit bonjour. On n'aura pas de stand là-bas, mais on se promènera dans les allées, et ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu nos frimousses, surveillez vos téléphones. Je ferai un post communautaire avec une photo de nous deux pour que vous sachiez qui chercher. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Je vais bientôt y passer moi aussi. Je n'ose même plus sortir de ma tente. Je sais même pas ce qui va m'avoir, ce qui va m'arriver. Est-ce que ça sera un bien bête accident? Est-ce que je vais glisser et tomber tête la première dans une rivière? Essayer de repartir d'ici et faire un accident avec ma voiture? J'ai vraiment l'impression d'être dans destination finale. Je sais que je suis condamné, mais je ne sais même pas comment et quand. Juste que ça va être très rapide normalement. Je dis bien normalement. Si j'aurais su, on serait resté dans le sud. J'avais tellement d'autres choses à voir là-bas. Qu'est-ce que j'ai été m'emmerder à venir ici? La curiosité, le tourisme. Tu parles si c'est pour finir comme ça valait vraiment pas le coup. Ça fait des heures que j'attends bêtement, que j'ose même pas mettre le bout de mon nez dehors. Tout ça a commencé il y a à peine quelques jours. Moi et ma conjointe nous étions partis en vacances en Bretagne. Des grands amoureux des lieux mystérieux et de la vieille pierre comme nous sommes, on ne pouvait être que ravis de visiter cet endroit. On en avait tellement entendu parler, entre la forêt de Brocéliande et toutes les autres merveilles que je ne vais pas évoquer ici, il y en a beaucoup trop. La seule petite règle qu'on s'était fixée, c'était de ne pas s'arrêter dans un hôtel, et encore moins un gîte. Non, on voulait découvrir cette région. Faire du camping sauvage, au milieu de la nature et de tous ces esprits bizarres qui pouvaient l'entourer. À condition d'y croire, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait. On a d'abord commencé par visiter Quimper. On y est resté une bonne journée. Puis on s'est installé dans des bois qui se trouvaient plusieurs kilomètres de là. Il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à visiter rien que dans ce coin. J'ai été tenté pendant un moment de laisser la tente sur place et de faire des petites visites à pied. Mais ma conjointe a énormément insisté pour que nous rentrions nos affaires au fur et à mesure dans la voiture. Après tout, Bretagne ou pas, n'importe qui tombe sur une toile de tente avec pas mal de belles affaires dedans, et surtout que cela est complètement illégal, aurait pu être tenté de se servir. Alors tous les matins, je me coltinais cette corvée de déménager la tente, la rentrer dans la voiture, pour que le soir, je la ressorte de nouveau, la réinstalle, et remette dans le même état le petit campement que nous avions fait. C'était long, et je pensais vraiment à ce moment que ça serait la pire chose qui pourrait m'arriver de toutes les vacances. Eh bien si j'avais su, franchement, ça c'était vraiment, mais alors vraiment rien du tout, comparé à ce qu'allait nous attendre. On s'est arrêté dans la mystérieuse forêt de Brocéliande. Oui, je sais, tout le monde devait s'y attendre. C'était plus qu'évident de visiter cet endroit. Le lieu était vraiment magnifique. Une forêt immense, de multiples couleurs. Pas du bleu non plus, mais plusieurs nuances de vert et de orange. Vraiment cet endroit est l'incarnation parfaite de la forêt. Et non, on n'y a ni croisé petit gobelin, ni lavandière de nuit, ou autre chose. Enfin si, on a croisé quelque chose. Et c'est cela justement qui nous cause tous ces malheurs. Nous étions encore dans la forêt. On discutait de choses et d'autres. On retournait direction la voiture, en espérant y arriver rapidement car la journée avait été très longue et on avait extrêmement mal aux jambes. C'est en sortant de celle-ci, quand on s'est engagé dans un petit chemin, qu'on a commencé à l'entendre. Le bruit d'une charrette qui était tirée par un cheval.
On était surpris. On s'est dit, ah bon? Il y a encore des gens qui se déplacent comme ça ici? Ou peut-être que c'est un guide qui fait visiter la région d'une façon très rustique? Mais à cette heure-là, je me souviens qu'il était plus de 23 heures. Quand même, une visite nocturne dans cette région, on ne voit rien la nuit. Mais bon, on a vite lâché l'affaire et puis on s'est dit, quel dommage. Si on avait su qu'il y avait des visites en charrette du coin, on s'aurait inscrit tout de suite. Mais vous imaginez bien que cette charrette était tout, sauf un guide touristique. Nous sommes retournés à notre voiture et on a installé notre toile de tente assez rapidement, je dois dire. On était très fatigués, mais aussi très motivés à aller se coucher. Et non, on ne s'est pas installé dans la forêt. On était certes juste à côté, mais on avait quand même nos limites. On ne croyait pas forcément aux petites créatures qui y vivaient, mais on s'était dit, restez dans votre coin, on reste dans le nôtre, et tout le monde sera content. La nuit s'est presque passée sans encombre, hormis ce bruit de charrette qui revenait de temps en temps. Je dirais même qu'on l'entendait toutes les 3 ou 4 heures. En gros, on l'a entendu 2 fois avant que le jour ne se lève. Le lendemain, nous sommes repartis à notre petite aventure. On s'est arrêté à un petit village non loin de là. Nous nous sommes arrêtés pour manger dans un petit restaurant. Quelque chose qui ressemblait plus au routier qu'à un vrai gros restaurant. On discutait de choses et d'autres. Et quand le serveur est venu nous demander qu'est-ce que nous faisions dans le coin, on lui a rapidement raconté notre petit séjour. Et aussi cette petite mésaventure que nous avions eue la veille, avec cette charrette qui ne cessait de passer à côté de nous. Il a rigolé en disant « Tiens, vous avez reçu la visite de l'Ankou ». Très surpris, je lui ai demandé « Excusez-moi, nous ne sommes vraiment pas du coin, qui est-ce » Avec un petit sourire narquois, il nous a raconté son histoire. Il s'agit d'un assistant de la mort qui se déplace en charrette et qui récupère les âmes de tous ceux qui meurent dans la région. Il se déplace soit en charrette pour la terre, ou soit en bateau pour les rivières, et tous ceux qui disparaissent en mer. Il nous a ensuite expliqué que tous ceux qui entendaient la charrette de l'Ankou, c'était pour eux un mauvais présage, car cela signifiait qu'il allait venir les chercher. Quand? Personne ne pouvait le dire, mais très rapidement. Puis il a ajouté, ou alors, peut-être que vous êtes tombé sur un vieux monsieur qui se promenait simplement en charrette, parce que sa voiture est tombée en panne, ou qu'il est trop radin pour payer de l'essence. On a tous les trois éclaté de rire. Puis il est retourné à ses tâches et nous à nos conversations. Plus tard dans la journée, nous sommes retournés à Quimper pour terminer la visite que nous avions fait là-bas. Et aussi pour acheter quelques articles, que j'avais un peu hésité, mais c'est bon, j'étais décidé à le faire. Et c'est là que tout a commencé. Je me souviens que le premier accident, celui qui devait être destiné pour nous, s'est produit quelques minutes après notre arrivée dans la ville. Nous marchions simplement dans la rue, quand plusieurs ardoises se sont décrochées d'une toiture et sont venues s'écraser juste à côté de nous. Elles sont tombées sur un pauvre malheureux qui était là au mauvais moment, et c'est lui qui a tout pris. Je pense qu'il est quasiment mort sur le coup. On était tellement surpris sur le choc. Ma femme a hurlé par la stupeur. Moi, j'ai foncé sur ce pauvre homme, essayant de dégager les débris, espérant peut-être qu'il soit encore en vie. Mais non, c'était déjà trop tard. La police est arrivée et nous leur avons expliqué exactement ce qui s'était passé. On se promenait là, il était derrière nous, et dans la seconde qui a suivi, les ardoises sont tombées et il est mort. Ils nous ont laissé repartir. Ils voyaient bien qu'on n'était pas responsables. Comment on aurait pu faire tomber ces ardoises alors qu'on était là, sur le sol? C'était impossible. Et tout le reste de la journée n'a été qu'une succession de catastrophes. Nous les évitions à chaque fois, mais c'était toujours de justesse. Et c'était toujours quelqu'un d'autre qui prenait pour nous. Mais pourquoi? Est-ce qu'on portait malheur? Dans une boutique de souvenirs, un rayon entier de petites boules à neige est tombé sur un enfant, l'écrasant sur place, et lui transperçant le crâne de milliers de petits morceaux de verre. Nous passions à côté d'une rue, avec des travaux dedans, et l'échafaudage s'est effondré sur lui-même, tuant 2 maçons qui étaient beaucoup trop pris dans leurs activités pour y faire attention. Et cela ainsi de suite. En tout, nous avons accumulé au moins 6 morts.
Et à chaque fois la police était sur place. Elle nous interrogeait et elle nous laissait repartir. Je dois dire qu'on a eu un peu de chance avec la police. Ce n'était jamais la même personne qui venait sur place. Et à chaque fois elle ne nous reconnaissait pas. Sinon, j'imagine qu'on aurait directement fini derrière les barreaux. Un couple qui se retrouve à chaque fois au mauvais moment? Non, c'est pas possible. C'est trop bizarre comme hasard. Peut-être que là en prison, on n'aurait rien risqué. Peut-être qu'on aurait été sauvés derrière des barreaux. Oui, je crois que j'aurais préféré. Finalement, nous sommes retournés à notre voiture. Et nous nous sommes trouvés un nouveau petit coin sauvage, en essayant de nous changer les idées pour ne plus repenser à cette horrible journée. Même si entre nous, on le savait déjà que cette journée allait nous marquer à vie. On se disait, ah c'est foutu. Pour nous, ces vacances ne sont plus un beau souvenir, mais juste une hécatombe de mauvaises situations, entraînant la mort de plusieurs personnes. Mais bon, on ne pouvait rien y faire de toute façon. C'était comme ça. J'étais en train de monter la tente, quand je l'ai entendue une fois de plus. Cette charrette, qui passait doucement à côté de nous. Cette fois-ci, elle est passée suffisamment près pour que je puisse la voir. Il faisait presque nuit. Il devait être 10h, 10h30 je pense. Et c'est là que j'ai pu le voir. Cette immense personne qui était assis à l'avant de la charrette, en train de la conduire. Il portait une immense cape noire. Et il portait comme un genre de très gros chapeau. Je ne suis pas très calé en nom de chapeau, mais celui-ci était vraiment atypique du coin. Il m'a lancé un rapide regard. Et quand j'ai vu son visage, maigre, squelettique, et ses yeux complètement absents, j'ai compris qu'il s'agissait de lui. L'Ankou, l'assistant de la mort existait bel et bien, et il était là pour nous. J'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains, et j'ai couru rejoindre ma conjointe, car celle-ci s'était un petit peu isolée pour des besoins naturels. J'ai essayé de la prévenir. J'ai couru dans sa direction. Je voulais lui dire, viens, on s'en va, on rentre chez nous. C'est trop tard, on ne peut pas rester là. Le mal est fait, il nous suivra. Mais malheureusement non. Pour elle aussi, le mal était déjà fait. Quand je suis arrivé sur place, là où elle m'avait dit qu'elle allait faire ça discrètement, elle était déjà allongée par terre, baignant dans une immense mare de sang, qui était le sien. Elle était maintenue par un chien, certainement le chien d'un éleveur ou d'un promeneur qui avait dû le laisser partir, et celui-ci a dû prendre peur et l'a attaqué. Quand il m'a vu, il l'a lâché, et il est parti aussi vite. J'ai cru que je lui avais fait peur, mais quand je me suis retourné, car j'avais senti un courant d'air glacial derrière moi, je l'ai vu, encore une fois, l'Ankou. Je n'avais même pas le temps de réaliser ce qui se passait. Je n'avais même pas pris le temps de comprendre et d'analyser que ma conjointe était là, morte, et que plus jamais je ne la reverrai. Il s'est approché d'elle, il s'est penché sur son corps, et en a sorti une masse blanche. Je suppose que c'était elle, son âme. Il l'a déposée dans sa charrette, et il est reparti avec. Quand cette scène fut finie, je me suis écroulé sur le sol. Je n'arrivais même plus à bouger. J'ai été tellement effrayé, tellement choqué d'avoir vu tout ça. J'ai rampé tant bien que mal jusqu'à ma tente. Et je me suis enfermé. Et là, j'y suis encore. J'attends. J'attends désespérément qu'il revienne pour moi. Comme je vous l'ai dit, je n'ose même pas sortir. Je ne sais même pas ce qui va m'avoir dehors. Je sais que je vais mourir. C'est obligé. Quel était le pourcentage de chance qu'un chien qui avait été abandonné, sûrement quelques heures plus tôt, s'acharne sur ma femme et l'attaque comme cela? Vous savez quoi? Je laisse ce petit mot derrière moi. Et je laisse tomber. Peut-être qu'il ne va pas venir me chercher. Peut-être qu'il va me laisser en vie pendant des mois ou des années. Mais est-ce que vous seriez capable, vous, de vivre comme cela avec la mort aux trousses, toujours derrière vous, toujours à surveiller le moindre pas que vous faites? Non. Non, je veux pas vivre comme ça. Je peux pas. J'ai un couteau dans ma poche. Je vais en finir. Je vais en finir, je peux pas. Non, non, je peux pas. C'est impensable. Allez, sur ce,
Si vous tombez sur ce petit mot, faites attention à vous. Si vous entendez ou voyez la charrette de l'encou, eh bien sachez qu'il viendra aussi pour vous. Quand? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais il viendra. C'est sûr. Allez, peu de courage. Ah, ça pique. Aïe, aïe. Ah, voilà. Ah, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait encore plus mal que j'avais pu imaginer. Ah, ah là là. Je devrais en avoir pour 10 à 15 minutes avant que ça se vide. Allez, je l'entends. Il arrive.